Bonjour tout le monde, ici Denis pour la gauche anticapitaliste. À l'occasion des universités d'été du NPA, l'anticapitaliste, à laquelle on a été invité avec la gauche anticapitaliste, je rencontre aujourd'hui des camarades du MKF, le mouvement Kanak en France, pour qui nous parlent de la situation en Kanaki. Donc aujourd'hui, je suis avec Daniel, Mina et Yabé. Alors, ces derniers mois, au sein du mouvement de solidarité avec la Palestine, qui a permis à beaucoup de jeunes de se politiser, à s'ouvrir sur les questions internationales et de solidarité internationaliste, parmi la liste des Nations citées, il y avait la Kanaki. Et c'était une nouveauté pour nous en Belgique parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire deux mots sur la situation en Kanaki et l'historique de ce qui se passe chez vous? Alors pour les camarades de Belgique qui ne connaissent pas l'histoire et puis même la géographie de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki comme nous l'appelons nous les indépendantistes, la Nouvelle-Calédonie se situe en Océanie. Voilà, à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le cœur de la Mélanésie comme elle a été divisée et appelée, hein, l'océan. Euh, c'est une colonie française, qui reste encore une colonie française, possession française depuis le 24 septembre 1853. Donc le 24 septembre de cette année, on fêtera, enfin en tout cas, la France fêtera les 171 ans de notre colonisation. Elle a été pour la première fois vue par un occidental le 24 septembre 1774, James Cook, lorsqu'il est arrivé à Balade en ce temps-là. Et la France, lorsqu'elle s'est installée, elle a commencé sa politique impérialiste coloniale en y installant d'abord une colonie de peuplement, puis un bagne, et enfin une colonie d'exploitation avec l'exploitation du nickel à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. L'installation de la colonie s'est faite aussi avec la création d'un régime juridique particulier, le statut de l'indigénat, qui a placé nos ancêtres avec un statut différencié. Ils n'avaient pas de droits, ils n'étaient pas des citoyens, comme n'importe quel citoyen français, mais des sujets de l'Empire et des sujets de la France ensuite lorsqu'elle est devenue la Troisième République, avec tout ce que la colonisation et la pratique de la colonisation a entraîné dans notre pays et contre nos ancêtres, à savoir les spoliations foncières, à savoir aussi les travaux forcés, l'impôt de capitation, les exécutions, c'est-à-dire les têtes guillotinées des chefs et des guerriers qui se sont rebellés durant toute cette période de l'installation de la colonie des années 1850 jusqu'en 1878 et tout le long du XXe siècle. Et cette répression continue sous d'autres formes aujourd'hui. Le statut de l'indigénat a été aboli en 1946 et le droit de vote a été octroyé à nos vieux dans le courant des années 50. 1953 d'abord pour les chefs et les notables, puis 1956 pour l'ensemble des citoyens kanaks. Euh, L'émancipation est, pour le coup, pour nos ancêtres et pour nos vieux, c'est-à-dire nos grands-pères, arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-pères, a pu se faire par le biais aussi de l'éducation au sein des institutions religieuses, donc des églises catholiques et protestantes. Parce que la colonisation, comme le rappelait Jean-Marie Tjibaou, nos vieux l'ont connue avec les 3 M. 3 M parce que c'était d'abord les marchands, James Cook et tous les autres, puis les missionnaires, la London Missionary Society pour les anglo-saxons et l'Église catholique française pour les Français, et enfin les militaires pour l'installation de la colonie et, euh, et la répression et le contrôle. Et donc l'émancipation aussi et la conscientisation pour que nos ancêtres puissent déjà survivre
à cette politique qui a failli nous faire disparaître en tant que peuple. Parce qu'au tout début du XXe siècle, il restait moins de 20 000, moins de 20 000 Kanaks. Donc c'est vrai qu'on a failli disparaître, mais on n'a pas disparu. Et nos vieux ont pu s'émanciper donc par ce biais, par le biais de ces associations religieuses qu'ils ont créées au début des années 50 et sur laquelle se sont fondés nos anciens, donc les vieux Kanaks et aussi avec les descendants de colons et de bagnards pour fonder le premier parti politique du pays qui s'appelle l'Union calédonienne, qui existe toujours d'ailleurs, et avec la devise de couleur un seul peuple. Et ce parti politique avait plutôt une position autonomiste à l'époque, parce que dans tout le courant des années 50 et donc les choix qui étaient à faire pour les anciennes colonies posées par De Gaulle, à cette question qui a été posée à l'ensemble des anciennes colonies au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mis à part la Guinée-Conakry et d'autres colonies. Chez nous, en Kanaki, les vieux ont plutôt opté pour l'autonomie plutôt que l'indépendance au départ. Cette revendication, elle est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée dans le courant, la fin des années 60, mais dans le courant des années 70, avec le retour des premiers intellectuels diplômés de l'enseignement supérieur kanak. Parce que la première bachelière date de la fin des années 50. Et donc les premiers diplômés de l'enseignement supérieur, c'est les années 60. Et ce sont eux qui, en revenant au pays, ont amené aussi ces nouvelles idées, cette idéologie qu'ils avaient pu rencontrer et pratiquer ici en France. Certains ont fait mai 68, d'autres ont participé à Woodstock. Mais donc vivre en Europe leur a permis de prendre conscience de la différence entre un régime où ils n'étaient pas considérés comme des citoyens de seconde zone ou comme des sous-hommes, avec la réalité qu'ils subissaient encore dans ces années-là. Et c'est en rentrant qu'ils ont commencé à vraiment revendiquer plutôt l'indépendance que l'autonomie. Et d'autres intellectuels comme Jean-Marie Tjibaou, feu le leader du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui comme beaucoup d'entre eux à l'époque, Eloi Machoro entre autres, Dupé-Ligwea, Alphonse Diano et d'autres aussi, étaient voués à devenir et à rester des religieux. Mais Jean-Marie Tjibaou, il a demandé à revenir à la vie laïque pour le combat politique pour son peuple, qui était nié chez lui, qui étaient traités comme des citoyens de seconde zone, et pour lesquels, et comme beaucoup d'autres d'entre eux à cette époque, voulaient que leur identité soit reconnue et leur dignité aussi, et se battre pour leur humanité et pour leur terre. Et c'est comme ça que l'idée de l'indépendance a fait son chemin dans le courant des années 70 pour aussi gagner les partis politiques anciens, comme l'Union calédonienne par exemple, et aussi nouveaux qui ont été créés par ces jeunes intellectuels qui sont rentrés notamment. Et c'est ce qui a amené aussi le durcissement du rapport avec l'État colonial français et qui a mené la première guerre civile que nous avons connue en Kanaki au XXe siècle, qu'on appelle par euphémisme les événements comme en Algérie, dans le courant des années 80. Mais si on doit donner, nous, en tous les cas, notre lecture des dates avec les premiers morts, de 1979 à 1989. À la suite de cette guerre civile, il y a eu la signature des accords de paix de Matignon-Oudinot. Donc Matignon le 26 juin 1988 et Oudinot un peu après en novembre, pour acter le premier acte de décolonisation de l'État français envers le peuple kanak, mais aussi avec les autres communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui sont opposées à l'idée de l'indépendance et qu'on appelle les loyalistes.
ceux qui sont loyaux à la République française. Donc dans ce cadre-là, il s'agissait d'opérer déjà une redistribution des pouvoirs entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, pour que les indépendantistes puissent prendre du pouvoir politique en gestion directe de certaines régions, qu'on appelle chez nous les provinces, sud, nord et île, et aussi dans le développement économique et dans la participation aussi à l'économie, du pays. Parce que la colonie, elle a mis en place une économie de comptoir comme dans de nombreuses colonies, en particulier françaises. Et la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, reste une économie de comptoir aujourd'hui encore au XXIe siècle. 10 ans après la signature de ces accords de Matignon-Oudinot qui prévoyaient à leur issue un référendum d'autodétermination en 1998, il a été décidé par des intellectuels, mais aussi des politiques du pays, d'essayer de se rencontrer, de négocier un accord parce qu'ils estimaient que euh, reconvoquer l'ensemble de la population du pays et les soumettre à nouveau à un référendum coup près risquerait de nous faire basculer et de nous renvoyer à nouveau dos à dos avec cette question binaire dont nous héritons, mais à cause de la colonisation française. Et donc ça a donné l'accord de Nouméa. Cet accord de décolonisation qui prévoit un accompagnement et une décolonisation progressive de la France envers le peuple kanak, mais avec aussi toutes les autres communautés du pays, les victimes de l'histoire, comme on les nomme. Donc c'est ce qui est prévu, c'est encore notre cadre constitutionnel provisoire, puisque l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé dans la Constitution de 58 de la Ve République française, fait l'objet d'un titre particulier, le titre 13, qui s'intitule Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est précisément transitoire, et en tout cas pour nous, dans la perspective de décolonisation qui a été signée en 98, mais qui fait suite à ceux de 88, c'est pour l'indépendance. Et donc, à l'issue de cet accord, ça prévoit donc des transferts de compétences de l'État français rétrocédés au gouvernement local, et parce que l'accord de Nouméa est un accord particulier, sui generis en droit français, donc taillé sur mesure, qui est né de lui-même pour le cas spécifique de notre pays, le Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Et les compétences ont été transférées progressivement au gouvernement. Parce qu'on a un gouvernement local, on a un congrès local, qui est l'équivalent d'une assemblée nationale locale qui peut prendre des dispositions relatives qu'au pays, qui s'appellent des lois de pays. Et avec trois grandes provinces qui ont des compétences beaucoup plus élargies que ceux des régions françaises, par exemple. Et à l'issue de ce délai de 20 ans, il devait y avoir 3 consultations référendaires à nouveau, avec cette même question relative au transfert des compétences régaliennes, à partir de 2018 et jusqu'en 2022, voire plus. Ces consultations référendaires ont eu lieu. En 2018, malgré la propagande des loyalistes qui prédisaient une défaite du vote pour l'indépendance, ils ont été désagréablement surpris puisque à la question souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante, eh bien il y a eu certes 56% de non, mais surtout 43% de oui. Alors que dans les sondages qu'ils avaient payés et dans les débats et les interventions auxquelles ils ont été invités, ils nous prédisaient une défaite à moins de 30%. La deuxième consultation référendaire, elle a eu lieu en 2020. Et là encore, le vote indépendantiste a progressé, puisque le résultat était de 53 pour le non et de 46 pour le oui, quasiment 47. Et la troisième consultation référendaire qui a été imposée par l'État français et les partisans opposés à l'indépendance, pour lesquels les indépendantistes et les coutumiers ont appelé le peuple kanak à ne pas participer, parce qu'on a été touché de plein fouet par le Covid à cette époque-là, 1 an et demi après la France, parce que nous sommes sur une île, nous sommes loin des grands ensembles, et que cette double insularité est une protection, mais elle est aussi
et bien pour le coup une condamnation, lorsque notamment les virus arrivent. C'est ce qui s'est passé pendant la colonisation et c'est ce qui s'est passé avec le Covid à nouveau. Mais l'État français n'a pas tenu compte de la demande des politiques et des coutumiers kanaks. Donc elle a été boycottée, cette consultation référendaire, à plus de 97% par les partisans de l'indépendance, ce qui a noté un taux de participation de quasiment 40%, voire un peu moins. 40%, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu 60% d'abstention à, à cette troisième consultation référendaire. Depuis cette consultation référendaire du 12 décembre 2021 qui fait toujours l'objet d'une contestation au niveau international, les indépendantistes ont refusé de s'adresser directement à l'État en coupant tout dialogue et en attendant qu'ils reviennent à une position beaucoup plus neutre et qui prennent plus en considération la revendication indépendantiste. Et donc entre 2021 et 2024, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça je vais laisser Mina et Tonton te l'expliquer. C'est le projet de loi du gouvernement qui a voulu imposer un dégel du corps électoral, c'est-à-dire ouvrir le corps électoral aux citoyens, enfin aux nouveaux arrivants en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire avec, nouveaux arrivants, c'est comme 10 ans de résidence. Autrefois, il fallait être arrivé avant 98 pour pouvoir voter aux élections locales. Là, l'État a décidé d'ouvrir le corps électoral avec 10 ans de résidence et ça, les indépendantistes ont refusé catégoriquement cette ouverture parce que le peuple kanak est déjà minoritaire sur sa propre terre et ça minoriserait davantage ce vote et ça noierait un peu les voix des Kanaks dans le vote. Du coup, c'était inacceptable pour les indépendantistes. Du coup, ils ont alerté pendant des mois sur les conséquences d'un tel vote si ce vote passait à l'Assemblée nationale. Enfin, ils voulaient changer la Constitution pour faire passer cela. Du coup, passage au Sénat, puis passage à l'Assemblée nationale. Et après, les rassemblements des deux chambres au Congrès de Versailles pour pouvoir changer la Constitution française. Du coup, là, c'est passé au Sénat, ça a été adopté au Sénat, puis à l'Assemblée nationale le 2 avril, puis à l'Assemblée nationale le 13 mai, c'est passé. Je ne sais plus exactement le pourcentage, 133 voix contre seulement. Du coup, là, après, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Du coup, Macron a suspendu le projet de loi. Pas retiré, mais suspendu. Alors, pendant des mois, les indépendantistes ont manifesté pour alerter sur le risque, pour déjà conscientiser la population sur les conséquences d'un tel vote pour la population kanak. Ils ont fait le tour des quartiers populaires, des tribus pour expliquer ce vote. Puis les manifestations monstres dans les rues de Nouméa, de plus en plus importantes, toujours pour alerter. Le gouvernement est resté sourd à ces revendications. C'est la CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain qui a organisé les manifestations, les actions de terrain pour alerter sur ce risque. Et l'État est resté complètement sourd et n'a pas entendu du tout ces contestations. Et voilà, l'explosion est arrivée le jour du vote à l'Assemblée nationale en Kanaki, c'est-à-dire que une explosion sociale, une colère sociale très très importante avec des incendies, des supermarchés dévalisés, des magasins dévalisés, des barrages, une mutinerie dans la prison de Nouméa, etc. Du coup, Justement, à ce niveau-là, tu as parlé des mobilisations qui ont eu lieu. De l'autre côté, on voit que Macron est monté dans les tours au niveau de la répression en n'hésitant pas justement à mener une politique complètement coloniale et de militarisation de la répression en Kanaki, mais également sur la métropole en enfermant, si je ne me trompe pas, des militants indépendantistes
sur le sol de la métropole. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de cette répression, à la fois en Kanaki et aussi en métropole? Suite à cette explosion, ces révoltes, ces insurrections un peu partout, Nouméa, les alentours de Nouméa, un peu aussi en Brousse, l'État en force, quoi, toujours à amener 3 500 forces de l'ordre sur le territoire. C'est énorme, quoi. 3 500 forces de l'ordre, gendarmerie, policiers, militaires, GIGN, avec du matériel monstre, quoi, pour mater cette répression. Et suite à ça, s'en est suivi des incarcérations, enfin non, d'abord des arrestations. Aujourd'hui, après, c'est 2 mois ou 3 mois, ça fait avril, 3 mois et mai, demi, juin, 2 mois. ça fait 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi. On en est à presque 2500 arrestations. Une, des détentions provisoires aussi. Les responsables de la CCAT ont été arrêtés, incarcérés et déportés dans les prisons en France. Ils sont 7 aujourd'hui dans les prisons en France. 2 assignés à résidence avec bracelet électronique et 3 au camp Est dans les prisons à Nouméa. À côté de ça, il y a aussi des dizaines et des dizaines de jeunes qui ont été aussi transférés dans les prisons en France. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, c'est assez opaque sur ces transferts de prisonniers. On est un peu sans nouvelles, les familles sont sans nouvelles aussi des prisonniers. Enfin, c'est très 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 compliqué, quoi. Et les chefs d'accusation pour les membres de la CCAT, qui sont des responsables politiques, sont très très graves, quoi. C'est association de malfaiteurs en vue d'organiser des crimes, des incendies avec armes. Enfin, ils sont accusés de terrorisme, alors que c'est des responsables politiques qui ont soulevé le peuple, qui ont organisé des manifestations, mais à aucun moment appelé à la violence ou appelé à brûler, ou jamais, jamais de la vie. Ils n'ont même pas jeté un caillou, quoi. Il n'y a vraiment pas de sang sur les mains. Et on les a déportés comme des terroristes, quoi. Ils sont enfermés, certains à l'isolement, voilà, comme des terroristes, quoi. Donc c'est très, très, très grave, quoi. Moi, sur cette question de la répression, je pense que ça a été une volonté de l'État déjà depuis le départ. Déjà, pour revenir au contexte actuel en Kanaki, la situation catastrophique aujourd'hui au niveau social, et économique et politique, ça a été une situation voulue par l'État colonial français. C'est eux qui ont provoqué, comme disait Mina tout à l'heure, c'est les violences qui ont été faites en Kanaki. Non, en aucun cas provoquées par les indépendants du Kanak. C'est l'État, par le biais de la police, qui ont chargé nos jeunes. Pour remonter un peu, pour revenir à l'histoire, il faut se rappeler que la question des Outre-mer, le ministre des Outre-mer aujourd'hui et des pays de l'Outre-mer, ils sont sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Ce qui est quand même flagrant et qu'on n'a jamais connu. Donc aujourd'hui, on a un ministre de l'Outre-mer qui est quand même sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il nous considère comme des délinquants du Pacifique ou des rejetés de la société qu'on doit les contrôler. Et la seule réponse pour les contrôler, c'est la violence. C'est la police ou l'armée qu'on doit l'envoyer. Donc, ce sont ces micro-signaux d'alarme qu'on a déjà, qu'on évoquait déjà il y a quelques mois, même quelques années, pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur les nouvelles postures du gouvernement français dans le Pacifique et aussi dans des autres pays comme en Guyane, Martinique ou Guadeloupe. Et donc, c'est comment on nous traite en tant que pays des peuples colonisés. Donc, je crois que cette violence, elle est l'expression du système capitaliste aujourd'hui et aussi l'image aussi d'une politique colonialiste dans le XXIe siècle d'aujourd'hui. Et je pense que dans tout ça, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous appelons l'État français à assumer ses responsabilités sur la situation au Kanaki.
sachant que c'est lui qui a provoqué le, le catastrophe aujourd'hui social, politique et économique au Kanaki. Donc, pour résoudre la question, la solution, elle est politique. Elle est politique. Donc, c'est à lui de prendre ses responsabilités, sachant que depuis quelques années, comme expliquait mes deux camarades tout à l'heure, c'est que l'État, sur les accords de Nouméa, les accords de décolonisation, Nouméa, Matignon-Oudinot et Nouméa, l'État est sorti de son impartialité pour prendre, pour se prononcer politiquement pour le maintien de la Kanaki dans la France. Et donc, sur cette question de la sortie de crise par la solution politique, quelles sont pour vous les perspectives du mouvement qui peuvent encore se déployer et quelles sont les solidarités internationales concrètes qu'on peut mettre en place pour aider la libération nationale kanak? Moi, je fais la solution politique aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, nous, indépendantistes, que ce soit nous, MKF et nos groupes politiques en Kanaki. D'abord, c'est la libération de nos prisonniers politiques. Et deux, c'est le retour en pays kanaki. Troisièmement aussi, c'est le retrait des militaires en pays kanak. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2024, l'armée française, le gouvernement français envoie l'armée française dans un territoire pour tuer les citoyens français? Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous interpellons aussi l'opinion internationale et aussi les pays qui sont en ce moment dans la plateforme des Nations Unies à avoir un regard plus lucide sur la Kanaki. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour nous que le sujet de la décolonisation de la Kanaki doit être traité à l'intérieur des statuts et des règles, des statuts françaises du gouvernement français. Si on doit parler de la décolonisation kanaki, on doit parler sous le regard et le contrôle des règles internationales. Parce que le droit des pays à se disposer d'eux-mêmes est un droit reconnu par les Nations Unies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on interpelle. Le travail se fait dans ces domaines au niveau de nos politiques, au niveau de nos soutiens. Mais je pense qu'aujourd'hui, la perspective qui est pour sortir de ces crises coloniales, c'est que le dossier de la décolonisation doit être traité à l'intérieur des lois internationales, parce que notre droit à l'autodétermination est un droit reconnu par les Nations Unies. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous aujourd'hui. En tout cas, cette révolte, elle a permis de révéler un colonialisme français qui est encore très très fort et vivant et voilà, et qu'il faut combattre à tout prix aujourd'hui. Ça a permis de révéler tout ça. On a un collectif qui s'appelle Solidarité Kanaki, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui regroupe un certain nombre d'organisations politiques, syndicales, associatives, dont fait partie le NPA depuis de très nombreuses années, toujours aux côtés du peuple kanak. Le syndicat aussi solidaire, la CNT, enfin, le PCOF, il y a pas mal d'organisations, Survie également, le MKF, le Front Uni des quartiers populaires, voilà, et l'objectif de ce collectif, c'est de relayer les luttes du mouvement indépendantiste en France, de communiquer, d'alerter sur la question coloniale, sur la justice coloniale, c'est de faire des communiqués, d'organiser des manifestations, des réunions publiques, des conférences de presse. C'est tout un travail de solidarité qui est très très important en France. Et aujourd'hui, il y a des collectifs Solidarité Kanaki qui se développent aussi dans différentes villes en France, au niveau international, par rapport à la solidarité, notamment des manifestations devant les prisons, des collectifs, devant les préfectures aussi, pour alerter. Voilà, on note aussi une conscientisation importante de la jeunesse kanak aussi en France, qui est très très importante. Voilà. Et au niveau international aussi, il y a pas mal de soutien aussi qui commence à avoir le jour.
Et au niveau international, peut-être je vais laisser la parole à Yabé pour parler de ce qui se passe au niveau international, notamment au niveau du Pacifique. Ouais. Merci. C'est vrai que la solidarité internationale, elle ne date pas d'hier. Et avec les structures nationales françaises, mais aussi avec les structures internationales et internationalistes qui sont en France ou ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Océanie aussi beaucoup. Et là, par exemple, il y a différentes organisations régionales spécifiques au Pacifique Sud, aux États insulaires, océaniens. Et donc demain, lundi 26 août, il y aura le Forum des îles du Pacifique Sud à Tonga, par exemple, qui rassemble les chefs d'État des États-nations insulaires d'Océanie, auxquels sont conviés le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc à l'heure actuelle Louis Mapou, et aussi le président du gouvernement de Tahiti, de Polynésie française. À ce titre, la France est exclue de la réunion de décision dans le cadre de ce forum des îles du Pacifique, parce qu'en comptant que puissance administrante, elle est aussi invitée pour y siéger, mais par contre elle ne constitue pas en elle-même un État insulaire océanien, puisque nous n'avons pas de frontière naturelle avec la France, ni avec l'Europe, et qu'elle a ce lien parce que Kanaki est encore une colonie. Le travail qui a été fait par nos structures politiques, syndicales, ici en France, couplé à celle des institutions représentatives de la coutume, en tout cas comme le Sénat coutumier, qui est chargé d'être l'organe consultatif par l'accord de Nouméa, hein, qui prend aussi des recommandations sur les questions liées notamment à l'identité kanak. Ont assisté au mois de juillet dernier au mécanisme des experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Et le résultat, ça a été la déclaration de 4 experts rapporteurs spéciaux de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, qui ont chargé et qui ont vraiment été à charge contre l'État français, qui pratique une politique coloniale contre et rétrograde contre le peuple autochtone kanak. Donc au niveau international, on a ce soutien aussi des différents peuples qui nous soutiennent aussi, les peuples frères d'Océanie, les États-nations insulaires qui sont déjà indépendants, les autres peuples qui luttent pour leur indépendance. Je pense à Ouest Papua, en Papouasie-Occidentale, je pense aux îles Molucas, Maluku, qui nous soutiennent aussi, qui ont manifesté également, comme les compatriotes, enfin les frères aussi océaniens qui sont en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui ont organisé des marches pour Kanaki, à Londres également, donc dans d'autres capitales européennes et mondiales. Et avec les organisations comme les vôtres par exemple, où on se retrouve et aussi on agit ensemble, et nous pour le coup pour la cause de Kanaki. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, pour nous en avoir dit plus sur la situation de crise coloniale en Kanaki. Merci de nous avoir regardés jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous mobiliser contre toutes les situations d'impérialisme, d'agression impérialiste, contre le colonialisme, contre toutes les oppressions et notamment celle du peuple kanak. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.